Le Fil Info. Ici Zach Langlois et voici votre fil d'actualité de l'Association des radios communautaires de l'Ouest et des Territoires. Un programme de policiers dans les écoles divise à Regina. Une évaluation du programme des policiers dans les écoles publiques et catholiques de Regina révèle qu'il est bien accueilli par les parents, moins bien par certains élèves. Le professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, spécialisé en profilage policier, Francis Dupuis-Derry, n'est pas étonné de cet état des choses. Les résultats de l'évaluation qui a débuté en janvier indiquent que plusieurs parents et membres du personnel sont favorables à la présence des 15 policiers en civil ou en uniforme dans les écoles de Regina. Or, en 2020, les membres de la communauté ont demandé que le programme soit supprimé. Selon Francis Dupuis-Derry, ce type de programme et de critiques ne sont pas uniques. Il mentionne qu'aux États-Unis, c'était lié à ce qu'on appelait à l'époque la politique de tolérance zéro envers la drogue et les politiques de tolérance zéro envers les armes à feu qui a mené à un déploiement des policiers dans les écoles. Francis Dupuis-Derry dit tout de même qu'il existe peu d'études sur l'impact de la présence policière sur la sécurité dans les établissements scolaires. L'examen du programme de policiers dans les écoles démontre que certains élèves sont moins favorables à l'idée d'avoir une présence policière au sein de leurs établissements. C'est notamment le cas chez les élèves issus des communautés autochtones et ceux qui se définissent comme membres de la communauté LGBTQ+. La sécurité des professeurs revient aussi au cœur des discussions après la mort d'un enseignant tué dans une école en France il y a quelques jours et les manifestations concernent l'identité de genre et de l'éducation sexuelle dans les écoles. Francis Dupuis-Derry estime que les craintes de certains enseignants sont justifiées. La première ministre sortante du Manitoba, Heather Stefanson, s'excuse pour une publicité de campagne électorale. Le Parti progressiste conservateur a fait la promotion de son refus de fouiller la décharge de Prairie Green pour retrouver les restes de 2 femmes autochtones victimes d'un tueur en série présumé. Lors de sa dernière entrevue en tant que première ministre avant de céder sa place à son successeur Wab Kinew mercredi, Heather Stefanson a reconnu que la publicité Stand Firm sur les panneaux d'affichage et dans la presse écrite a blessé les Manitobains. Elle affirme s'être sentie un peu mal à l'aise devant le ton agressif adopté par son parti durant la campagne électorale, mais qu'il était important de clarifier la position du Parti conservateur sur le sujet. Elle explique qu'en tant que dirigeante du Manitoba, il s'agissait d'une décision difficile, mais que cela faisait partie des réalités que le nouveau premier ministre aura à prendre. La publicité Stand Firm a été présentée pendant les 10 derniers jours de la campagne électorale, qui s'est achevée par la défaite du Parti conservateur face au nouveau Parti démocratique du Manitoba le 3 octobre dernier. Elle était affichée sur différents panneaux publicitaires et dans divers médias et réitérait la décision du Parti conservateur de ne pas procéder aux fouilles en faisant un thème de campagne. La publicité avait été immédiatement condamnée par les familles des victimes et les partisans des fouilles pour retrouver les corps de Mercedes Miron et de Morgan Harris. Les familles qui ont perdu leurs proches dans ces dépotoirs méritent des excuses, affirme la chef de la Première Nation de Long Plain, Kyra Wilson. Cette publicité a aussi été vivement critiquée après la campagne parmi les progressistes conservateurs. Le président du Parti progressiste conservateur, Brent Poulis, la candidate défaite et ex-ministre des familles Rochelle Squires et l'ancienne candidate Candice Spurgeon, qui était co-directrice de la campagne électorale, ont dénoncé la publicité. Le gouvernement de l'Alberta envisage à nouveau de s'inspirer du modèle de pension de retraite du Québec dans le cas d'un retrait éventuel de la province du régime de pension du Canada pour créer son propre régime. Ce revirement intervient moins d'une semaine après que le ministre des Finances, Nate Warner, a annoncé que la piste québécoise avait été abandonnée. Le modèle québécois a été un point de discorde car certains résidents craignent que les réserves du régime de retraite de l'Alberta ne soient mises en péril par des investissements à caractère politique dans des projets délicats et des accords de complaisance. Savannah Johansson, porte-parole de M. Horner, a confirmé dans un communiqué que le modèle québécois était de nouveau à l'étude. Les Albertains ont le dernier mot sur le mandat du gestionnaire d'investissement, a-t-elle ajouté. Mme Johansson ajoute que quel que soit le mandat d'investissement, ce ne sont pas les politiciens qui prendront la décision. Il sera interdit au gouvernement d'utiliser l'argent des pensions pour d'autres priorités. L'Alberta a publié le 21 septembre un rapport réalisé par LifeWorks qui estime
estime qu'un régime albertain pourrait offrir des taux de cotisation plus faibles et des rendements plus élevés. Il estime également que la province pourra avoir droit à 53% des 575 milliards de dollars du régime de pension du Canada. Le Québec n'a pas adhéré au régime de pension du Canada depuis sa création dans les années 1960 et gère son propre fonds de pension. Le Fonds québécois a pour double mission de maximiser le rendement des investissements et d'investir dans l'économie de la province. Le groupe d'experts dirigé par l'ancien ministre Jim Denning doit formuler une recommandation au printemps sur la question de savoir si les Albertains souhaitent quitter ou non le régime des pensions du Canada. La province n'écarte pas l'idée d'un référendum sur le sujet. Grand Vancouver, fin de la grève des employés des usines de traitement des eaux usées. Environ 670 employés des usines de traitement des eaux usées de Grand Vancouver qui avaient installé un piquet de grève lundi matin pour réclamer une augmentation de leur salaire et de meilleurs avantages sociaux ont mis fin à leurs moyens de pression. Des négociations avec la direction vont être entamées mercredi. L'arrêt de travail a débuté 2 semaines après qu'un préavis eut été déposé par les syndicats des employés du district régional du Grand Vancouver. En plus du traitement des eaux usées, ses membres s'occupent de la collecte de ces eaux, de la gestion des ordures et du recyclage, de la construction d'infrastructures, des travaux sur des logements et du contrôle de la qualité de l'air. Les membres du syndicat entendaient ainsi faire pression sur Métro Vancouver, le gouvernement régional qui coordonne des services publics des 21 municipalités. Ils réclament de meilleurs salaires et l'amélioration de leur régime d'assurance maladie complémentaire. Il affirme que des ajustements sont nécessaires en raison du coût élevé de la vie. Le syndicat souhaite également une nouvelle convention collective, la convention actuelle ayant expiré le 31 décembre 2021. Les membres du syndicat ont pris des mesures pour envoyer un message au district régional du métro Vancouver et sa direction pour leur dire que 2 ans sans convention collective, c'est inacceptable, a déclaré le syndicat dans un communiqué lundi. Le district régional de métro Vancouver a indiqué avoir offert une hausse de salaire de 11,5% sur 3 ans en plus d'un montant forfaitaire de 2350 $. En tout, plus de 2000 employés à temps plein travaillent pour le district et fournissent des services aux 21 municipalités de la région de Vancouver et aux 2,8 millions de personnes qui y habitent. Au moins 4 personnes souhaitent représenter les territoires du Nord-Ouest aux élections territoriales, siègent actuellement au conseil de leur municipalité. Certains de ces élus locaux mettent leurs fonctions en suspens et ils seront tous obligés de démissionner et en cas de victoire. Certains de ces élus locaux mettent leurs fonctions en suspens et ils seront tous obligés de démissionner en cas de victoire, une situation qui pose plusieurs défis pour les municipalités. Stacey Arden-Smith, mairesse adjointe de Yellowknife, et Jay McDonald, maire adjoint de Fort Smith, briguent un siège dans la 20e Assemblée législative. L'une souhaite représenter ses concitoyens dans la circonscription de Great Slave et l'autre dans celle de Tebacha. Les Wright, conseillers municipaux de Fort Simpson, et Hilary Dinner-Run, conseillères dans les municipalités de Fort Layard et de Première Nation Acho-Dinico, ont quant à eux l'intention de se présenter dans la circonscription de Nahende. Stacey Arden-Smith a entamé son 2e mandat il y a tout juste 1 an. Elle dit espérer que les habitants de Yellowknife n'auront pas l'impression qu'elle les a abandonnés pour un siège à l'Assemblée législative. Le maire adjoint de Fort Smith, Jay McDonald, espère également que les citoyens de sa ville ne prennent pas sa candidature pour un abandon et qu'ils sont conscients de ses efforts pour servir sa communauté. Jay McDonald était aux avants de la scène cet été lors des réunions d'information sur les feux de forêt, prenant la parole à la place du maire malade de Fort Smith après l'évacuation de la ville à la mi-août. Le ministre des Affaires municipales et communautaires des territoires du Nord-Ouest et la ville de Yellowknife ont tous deux confirmé qu'en vertu de la législation territoriale, si un conseiller en exercice est élu député territorial, il doit quitter son siège. Toutefois, un conseiller municipal n'est pas tenu de se retirer de ses fonctions lorsqu'il se présente en élection territoriale. Toutefois, un conseiller municipal n'est pas tenu de se retirer de ses fonctions lorsqu'il se présente à une élection territoriale. La Cour fédérale est à Iqaluit cette semaine pour entendre une poursuite intentée par le Nunavut Tungavik Incorporated et l'association inuit de Qikiqtani au sujet d'une décision d'Ottawa de céder une partie importante des permis de pêche au large des côtes du Nunavut à une coalition des Premières Nations Mi'kmaq de l'Atlantique. Ces organisations inuites demandent l'annulation de la décision de l'ancienne ministre de Pêche et Océan Canada Bernadette Jordan de transférer des permis de pêche de fléans du Groenland et de crevettes de la Société des
des fruits de mer Clearwater Foods à la coalition Micmac qui a racheté cette société en janvier 2021. Clearwater Foods, avant sa vente en 2021, détenait une partie importante des permis de pêche au turbo et à la crevette des eaux du Nunavut. Jeff Langlois, l'avocat de la Nunavut Tungavik Incorporated et de l'association inuit de Qikiqtani, a déclaré devant la Cour fédérale que ses clients souhaitent la même accès aux ressources halieutiques que les habitants de l'Atlantique. Ainsi, ces organisations demandent 85% à 90% des quotas de pêche des eaux au large du Nunavut, une proportion comparable à celle octroyée aux provinces de l'Atlantique. Le procès est tenté pour la première fois en 2021 et entendu par le juge Paul Favell. C'est la première fois que la Cour fédérale se déplace au territoire depuis 2009. À cette époque, elle entendait une cause intentée par le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut qui contestait la décision fédérale de transférer des quotas des turbos dans les eaux arctiques à des entreprises situées à l'extérieur du Grand Nord. Pour faire valoir les droits des organisations inuites dans la cause actuelle, leur avocat rappelle que l'accord sur les revendications territoriales du Nunavut stipule qu'Ottawa reconnaît l'importance des principes de contiguïté et l'importance de la pêche pour l'économie du Nunavut. Le fil sportif. Les Elks d'Edmonton ferment la partie supérieure du stade Commonwealth en 2024. Les plans pour la saison 2024 des Elks d'Edmonton comprennent la fermeture de la partie supérieure du stade Commonwealth, a annoncé la direction de l'équipe mercredi dernier. Dans un communiqué de presse, l'équipe de football a annoncé ce changement qui vise à rapprocher plus près de l'action les partisans afin d'améliorer l'atmosphère au stade extérieur de la capitale albertaine. La section supérieure d'environ 25 000 sièges est restée ouverte lors du dernier match à domicile de 2023 qui avait lieu samedi dernier avant que la fermeture prenne effet en 2024. Remontée victorieuse des Alouettes à Edmonton. Le match de samedi pouvait être décisif au classement de l'Est et les Alouettes se sont préparées en conséquence pendant leur courte semaine d'entraînement. Une défaite des Tiger Cats de Hamilton la veille avait toutefois déjà mis fin au suspense. Avec la deuxième place dans l'Est en poche, la formation montréalaise a amorcé la rencontre sans grande intensité. Elle a accordé les 3 premiers touchés aux Elks d'Edmonton qui menaient 21-3 au milieu du troisième quart. L'attaque, la défense et les unités spéciales se sont ensuite unis pour amorcer une remontée complète avant même la fin de la première demi qui a mené à un 4e gain de suite, cette fois au compte de 35-21. La poussée de 23 points au deuxième quart a complètement changé l'allure de la rencontre. Kyle Connor a marqué 2 buts et ajouté une mention d'aide dans une victoire de 6-4 des Jets de Winnipeg contre les Panthers de la Floride samedi dernier. Mark Scheifele et Mason Appleton ont également contribué avec des récoltes d'1 but et une aide et Dylan DeMilo a également marqué lors du match d'ouverture local des Jets. Josh Morrissey s'est fait complice de 2 buts et Connor Hellebuyck a bloqué 29 rondelles pour les Jets qui amorçaient une séquence de 3 matchs au Centre Canada Life. Premier match de la saison pour 2 formations de la nouvelle ligue de hockey junior féminin. Le Prairie Blaze de Saskatoon a remporté 4-0 face au Outlook Mainline Ice Hawks. Les 2 équipes de hockey donnaient leur premier coup de patin dans la saison de la nouvelle ligue de hockey junior féminine de la Saskatchewan. L'équipe de Saskatoon qui jouait à domicile a laissé peu de place à son adversaire lors de la première période en prenant une avance de 3-0. Ce fil d'actualité est produit par l'ARCO en collaboration avec Boréal FM en Alberta. Ce projet est financé par Patrimoine canadien.